The truth is, inflation is made in one place and one place only, here in Washington. This is the only place where there are presses like this that turn out these pieces of paper we call money. This is a place where the power resides to determine how rapidly the amount of money shall increase. What happened to all that noise? That's what would happen to inflation if we stopped letting the amount of money grow so rapidly. This is not a new idea. It's not a new cure. It's not a new problem. It's happened over and over again in history. The concept of inflation is both something which people Le concept d'inflation nous est à la fois familier et quotidien, mais c'est aussi un terme technique très important pour les économistes. A great deal of fuss and use as a technical term. But everybody knows that a cup of coffee, tout le monde sait qu'une tasse de café, qui valait autrefois 25 cents aux États-Unis, coûte aujourd'hui 4 $. Ou qu'une voiture à 1 500 $ hier se vend aujourd'hui 40 000. Chacun est donc conscient qu'au fil du temps, du moins dans la période actuelle, les prix ont augmenté. Pas tous au même rythme ni simultanément, mais le coût de la vie est généralement plus élevé. Ce phénomène d'inflation a un impact considérable, notamment politiquement. L'inflation, c'est la mesure, quand elle est positive, quand on parle d'inflation, elle est positive, sinon on parle de déflation, de la perte de valeur de la monnaie. C'est-à-dire qu'avec le même montant d'argent, vous pouvez acheter moins. Donc votre monnaie perd de la valeur. Et la difficulté de l'inflation, c'est qu'elle touche tout le monde, et notamment les plus défavorisés, qui ont le moins de distance par rapport à l'argent. Et c'est quand ces phénomènes s'accélèrent qu'il peut y avoir une défiance vis-à-vis de la monnaie, jusqu'au point où, comme dans certains cas, l'Allemagne de Weimar ou la France de la Révolution française, il y a une fuite devant la monnaie et on n'en veut plus. Donc l'inflation, c'est terrible. En tout cas, l'inflation importante, c'est terrible. L'hyperinflation, c'est potentiellement dévastateur. Et quand elle part hors de contrôle, c'est la fuite devant la monnaie. Et là, on repart dans des économies de troc, etc. After World War I, after the Treaty of Versailles, après la Première Guerre mondiale, après le traité de Versailles, l'incapacité des Allemands à générer des excédents financiers suffisants pour payer les réparations de guerre a poussé la Banque centrale allemande indépendante, la Reichsbank, à imprimer de la monnaie. Elle a donc imprimé de l'argent, beaucoup d'argent, provoquant une hyperinflation. Une hyperinflation, c'est 50% d'augmentation par mois. Les Allemands sont allés bien au-delà. Quand on arrive en 1918 à ce que les Français vont appeler la victoire, on a un schéma qui est assez intéressant. La France a été en grande partie détruite par l'Allemagne, et la Belgique aussi. Parce qu'à l'époque, on est industriel. La France est industrielle, l'industrie se concentre dans le Nord. Dans le Nord, c'est quoi? C'est les mines, c'est la sidérurgie. Donc, la France, et encore plus la Belgique, ont droit à des réparations. Et c'est légitime. Quelque part, vous avez détruit mon industrie, ben vous me la reconstruisez. Alors, on aurait pu envoyer des travailleurs allemands pour reconstruire les champs de mines, enfin les puits de mines. Mais en fait, ces reconstructions sont dues en argent. Mais dans le même temps, la France s'est terriblement endettée vis-à-vis des États-Unis. Et les États-Unis, c'est quelque chose dont on parle très très peu sur le traité de Versailles, et les États-Unis ne feront pas la même erreur en 1945 avec le plan Marshall. Mais en 1919, les États-Unis disent on vous a prêté, et en plus on vous a prêté de l'or, parce que le dollar est assis sur l'or, alors que les monnaies européennes, elles, ont dévalué. Et vous nous devez des dollars or, vous nous devez de l'or. Or, les Français, les Anglais n'en ont plus, ou très peu. Donc, il y a une pression phénoménale qui vient des États-Unis et qui porte notamment sur la France, et la France n'a d'autre choix pour payer le créancier américain
que de faire en sorte que les réparations soient le plus payées possible de la part de l'Allemagne. Elles ne le seront jamais. Les Allemands vont payer qu'une portion des réparations. Mais une des raisons de l'agressivité française dans les années 20 vis-à-vis de l'Allemagne vient des États-Unis. So, in January of 1923, En janvier 1923, la France a occupé la Rhénanie au mépris du traité de Versailles. the Versailles Treaty. So the Weimar German government decided that they Le would gouvernement continue to allemand de print money, Weimar hundreds a of donc billions décidé de continuer à imprimer de of l'argent, Reichsmarks, des centaines de milliards de Reichsmark, pour créer un chaos monétaire conditions of absolu en absolute Allemagne. monetary chaos in Germany, which would eventually prompt the Americans, Il who were désirait interested in inciter les European Américains, stability qui more voulaient than de la anything stabilité, else, to lean on à the faire French pression sur les Français pour qu'ils to retirent leurs take its troupes de troops Rhénanie. out of the Rhineland. Et le gouvernement allemand décide de cesser le travail. Donc, ordre est donné aux mineurs, aux sidérurgistes, aux ouvriers de la Ruhr de cesser de travailler. Les mineurs allemands et les ouvriers allemands se croisent les bras, pas par fainéantisme, mais par refus, par patriotisme. Et évidemment, la monnaie s'effondre complètement, puisque l'équilibre budgétaire de l'État allemand est entièrement détruit. Une bonne partie des ressources fiscales de l'État allemand des années 20 provenaient de l'industrie, et l'industrie était concentrée dans la Ruhr. In the event France didn't buckle, La France n'a pas cédé. kept their troops Elle a there, maintenu ses troupes sur place and the et la République German allemande de Weimar a dû Republic reconsidérer sa stratégie. had to reconsider what they were doing. So this was an entirely L'hyperinflation engineered- ne vient donc pas de Hyperinflation nulle doesn't part. come out of nowhere. C'est un processus engineering organisé, orchestré par un gouvernement Executed dans un but by a précis. government which has usually an end game in sight. Donc on atteint des niveaux d'hyperinflation complètement hallucinants, hein, qui conduisent par exemple à ce que le prix d'un repas au hors-d'œuvre est différent du prix du repas au dessert. Donc vous avez intérêt à payer tout de suite votre repas. Donc il y a des variations quotidiennes qui sont extrêmes, qui rendent la vie absolument impossible et qui conduisent d'ailleurs à un moment donné à un refus des campagnes de la monnaie du mark. Carrément. Donc, des cas de début de famine, parce que les villes n'obtiennent plus les biens des campagnes, avec des émeutes, ou des groupes d'urbains qui vont aller à la campagne. Enfin, vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand le lien monétaire se dissout dans une société séparée? La violence réapparaît immédiatement, parce que vous avez besoin des biens pour vivre et vous n'avez plus de moyens de les obtenir, et c'est votre vie qui est en cause. Et on avait souvent, la fin de cette hyperinflation est intéressante parce que on a eu longtemps, dans les années inflationnistes des années 70, l'idée que l'inflation était un phénomène progressif, lent, et qu'on en sortait de même, de manière progressive et lente, par des politiques déflationnistes comme ça, qui durent dans le temps, lentement, etc. Et l'hyperinflation allemande nous fournit un modèle totalement différent et qui vraiment illustre cette théorie mimétique de la confiance et de la monnaie, dans la mesure où c'est du jour au lendemain que s'est arrêtée l'augmentation des prix et la dépréciation de la monnaie. D'une part, l'État allemand va un peu capituler par rapport à la France et on va reprendre le travail. On promet de reprendre des paiements, des réparations, qui sont toujours très partiels, mais en même temps, on fait une réforme monétaire. Alors ça, c'est très très intéressant aussi, parce qu'on revient complètement aux idées de John Law. Donc j'en ai un ici de ces billets, Rentenmark. Donc la rente, en allemand, hein, qui est proche du mot français, évidemment, rente, c'est littéralement l'emprunt immobilier, ce qu'on appelle en anglais le mortgage. Et on va émettre, je crois c'est 3,2 ou 3,3 milliards de Rentenmark. J'ai oublié le montant exact. Mais ce montant est calculé à partir de l'impôt sur la fortune de 1913, qui avait fait le bilan de toutes les terres qui existaient en Allemagne pour faire payer une contribution pour préparer la guerre. On avait trouvé un montant à l'époque en 1913, donc était en marque or, et c'est ce montant-là qu'on utilise pour faire les Rentenmark. Donc on envoie un message qui est très clair, on dit voilà, ces Rentenmark sont gagés par la terre allemande, on ne va pas en émettre plus que
2 ou 3 milliards. Encore une fois, j'ai un tout petit doute sur le chiffre exact. On n'en mettra pas plus, et c'est crédible parce que c'est le montant qu'on avait calculé en 1913 à l'époque du mark or. Donc en fait, c'est pas de la monnaie métallique, mais on dit que c'est la même valeur parce que c'est gagé sur la terre. C'est ce qu'on a appelé le miracle du Rentenmark, parce qu'il n'y avait aucune raison. C'est miracle au sens où, du point de vue de l'économie, rien n'avait changé. Hein, on a simplement, vous voyez. Alors il est clair qu'il ne faut pas se tromper. Si le Rentenmark avait continué à être émis sur la base de la même politique du mark, ça n'aurait pas duré longtemps. Et donc derrière le Rentenmark, c'est une nouvelle politique économique, passage à la droite, etc. Enfin, il y a derrière une politique économique différente, mais elle viendra après, en quelque sorte. C'est d'abord la proposition du Rentenmark qui fait accord. Si on admet que ce qui fait l'essence de la monnaie, c'est le langage des valeurs, c'est le fait que à la fois la monnaie est un dispositif de mémorisation des transactions passées, c'est un agrégateur et une mémoire d'une certaine manière, et c'est un langage. Eh bien, on comprend bien que l'hyperinflation, qui brouille totalement en fait la possibilité de comparer les valeurs et d'autant plus dans des systèmes de fiat monnaie où il y a plus d'ancrage monétaire. L'essence même de la crise monétaire, c'est l'hyperinflation. L'hyperinflation et c'est là aussi on voit, c'est toujours dans les crises en fait, ça c'est une grande leçon des régulationnistes, c'est toujours dans les crises qu'on voit l'essence des régimes dans lesquels on est. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces crises hyperinflationnistes, c'est des crises sociales, c'est des crises de désagrégation sociale. Et ça dit, c'est comme des expériences naturelles qui disent beaucoup de choses sur ce qu'est la monnaie, qui dévoilent, mais au sens de lever le voile, sur la nature profonde de ce qu'est la monnaie et le fait que la monnaie est un lien social. C'est ce qui permet de faire cohésion, c'est ce qui permet de faire collectif, en fait. Parmi les grandes crises économiques, l'hyperinflation génère une grande peur légitime, car ce sont des périodes où l'inflation augmente à des niveaux qui sont de l'ordre de 100%, 200%, 1 million de pourcents. Ce sont des périodes où les prix doublent parfois toutes les semaines. Ça veut dire que les gens, dans leur quotidien, dans leur salaire, dans l'achat des courses, ne serait-ce que le marché, voient systématiquement la valeur même de la monnaie décroître continuellement. Ça a été bien sûr des moments de crise européens après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. La Première Guerre mondiale, c'était lié à la République de Weimar. Aujourd'hui, ce sont des pays comme le Zimbabwe, le Venezuela, le Burundi. Donc la période d'hyperinflation, qui sont très traumatisantes pour tous les ménages d'un pays, sont des périodes où l'État n'arrive plus vraiment à se financer parce qu'il est déstructuré après une guerre, il n'arrive plus à lever l'impôt. Et pour reconstruire l'État, il se met à imprimer une quantité de monnaie pour acheter des biens, pour payer les fonctionnaires, faire fonctionner les écoles, reconstruire les routes. Et c'est des périodes où la monnaie est utilisée comme substitut à l'impôt. Sachant que si on parle d'inflation papier, on a des exemples très récents. Alors j'en ai apporté 2 ici. Alors celui-ci est assez connu, ça vient du Zimbabwe en 2008, et c'est le plus grand nombre de zéros jamais imprimés sur un billet de banque, puisqu'on voit, il y a combien de zéros? C'est 100 000 milliards ou 100 trillions, donc ça fait 9, 12, il y a 14 zéros sur le billet. Ça ne veut pas dire non plus que c'est le billet qui représentait la plus forte valeur notionnelle jamais émise par un pouvoir souverain, puisqu'il y a les monnaies hongroises des années 46-47. Alors, les Hongrois ne mettent pas de zéro, ils mettent... je ne parle pas hongrois du tout, mais je crois que c'est une langue un peu composée comme l'allemand, où on peut créer des mots longs en ajoutant des mots les uns à la suite des autres. Et on a des billets avec, je crois, implicitement 24 zéros, 23 zéros. Mais la manière dont l'unité monétaire est exprimée est à partir de la composition de termes qui signifient milliers de milliards, de millions de, etc., de quelque chose. Ce que j'ai apporté enfin en billets de banque, ce sont des
des bolivares, pardon. On sait que le Venezuela, depuis pas mal d'années, est dans une phase d'inflation qui est très forte. Et donc, on a ces billets. Alors, ce ne sont pas des montants énormes. Là, celui-ci fait 20 000. Celui-ci fait 100. Là, on a 10 000. Là, on a 1000. Mais ce qui est intéressant avec ces billets, c'est qu'à un moment donné, puisqu'on dit que les billets n'ont pas de valeur métallique, que ça vaut rien, que ça vaut que le papier. À un moment donné, le papier valait plus que ce qu'il y avait en bolivares dessus. Donc, ce qui prouve que le papier vaut quand même quelque chose. Et donc, on a cessé de les produire. Et le Venezuela est passé dans un système totalement en ligne. Vous payez avec un téléphone portable, en unité de compte bolivares, ou alors en dollars. Ces périodes hyper-inflationnistes où la quantité de monnaie augmente énormément et paradoxalement la valeur de la monnaie disparaît parce que les prix augmentent plus vite que la quantité de monnaie, a généré une vision qui dit qu'au fond, s'il y a de l'inflation, c'est parce qu'il y a trop de monnaie, la quantité de monnaie est trop grande, et qui imprime la monnaie, ce sont les banques centrales et donc les États. Et donc, il y a une théorie qu'on appelle le monétarisme, donc, qui dit que finalement, s'il y a de l'inflation, c'est la faute des États parce qu'ils augmentent la quantité de monnaie de manière trop importante. Et il suffirait de discipliner les États, discipliner les banques centrales en contrôlant la quantité de monnaie, et ça suffirait à stabiliser l'inflation. Le monétarisme, c'est, je dirais, une certaine vision de l'inflation, une certaine vision de la monnaie et une certaine vision du rôle des banques centrales. Alors, une certaine vision de l'inflation parce que pour un monétariste, et en premier lieu pour le chef de file des monétaristes, Milton Friedman, l'inflation est partout et toujours un phénomène monétaire qui s'expliquerait partout, tout le temps, par un excès de monnaie en circulation dans l'économie. Le monétarisme, c'est aussi une certaine vision de la monnaie qu'il considère comme étant neutre à long terme. C'est-à-dire qu'avoir plus ou moins de monnaie dans l'économie, ça ne change rien d'autre que le niveau des prix. Et tout ça fait que pour les monétaristes, eh bien, le seul rôle que l'on peut confier aux banques centrales, c'est celui de stabiliser les prix. In the late 1970s, À la fin des années 1970, alors que les États-Unis connaissent une forte inflation due au choc pétrolier de 1973, Milton Friedman prononce un célèbre discours dans lequel il affirme « L'inflation n'est causée ni par les syndicats, ni par les chocs pétroliers, ni par les entreprises. L'inflation vient de Washington. Elle est toujours causée par le gouvernement lorsqu'il prend le contrôle de la planche à billets, lorsqu'il force la Banque centrale à imprimer de la monnaie afin de financer ses promesses populistes. » Ainsi, depuis les années 1980, dans le nord global puis dans le sud global, les gouvernements mènent une politique délibérée visant à séparer la politique monétaire de la politique budgétaire, à s'assurer qu'un gouvernement ne puisse pas prendre le contrôle ou influencer les banques centrales. Cette théorie, le monétarisme, a été populaire dans les années 70, au début des années 80. Aujourd'hui, elle est en débat dans tous les pays développés. Certes, dans des moments extrêmes de crise dont on a parlé, l'hyperinflation, on voit que c'est lié à la quantité de monnaie. Mais pour nos économies où l'inflation fluctue entre 0 et 10%, ce qu'on voit, c'est que les déterminants de l'inflation sont très peu liés à la quantité de monnaie. Et ça dépend de la dynamique des salaires, ça dépend de la dynamique des taux de change, ça dépend de la croissance. Et finalement, le lien entre quantité de monnaie et inflation n'existe plus vraiment dans nos pays, ou au moins il faut repenser différemment ce qu'est la monnaie. L'erreur finalement des monétaristes, c'est de vouloir réduire l'inflation
à un phénomène monétaire, c'est de considérer que la monnaie est neutre, c'est de réduire complètement le rôle des banques centrales. L'erreur que peuvent commettre d'autres écoles de pensée, c'est d'écarter complètement la cause monétaire de l'inflation. Monetarism was an abject failure. Le monétarisme a été un échec absolu. C'est important de le rappeler. Economics is fashion. N'oublions pas que l'économie, c'est de la mode. Ideology is fashion. And in the 1980s, it was very fashionable to like monetarism. Dans les années 1980, le monétarisme était à la mode. Il était lié à l'anti-keynésianisme, à l'anti-étatisme. Il y avait une poussée idéologique provenant du Royaume-Uni et des États-Unis. À l'inverse, la France était considérée comme le rempart contre le monétarisme. Le monétarisme repose sur cette idée obscure que quelqu'un est aux commandes. Mais il n'y a personne aux commandes. L'énergie humaine, le dynamisme humain, l'esprit animal, tout ce qui fait des humains des acteurs économiques actifs détermine la demande pour cette belle technologie qu'est l'argent. Et l'offre de cette belle technologie est contrôlée par les banques privées. Au-dessus, rédigeant des rapports, se trouvent les banques centrales. Si on veut comprendre d'où vient le dynamisme de la demande d'argent, il faut se regarder soi-même. Il vient de nous. Certaines personnes sont économes, certaines dépensent sans compter. Certaines personnes prennent des risques, d'autres n'aiment pas en prendre. Certaines personnes créent des entreprises, d'autres préfèrent un emploi, un salaire d'employé ou une pension. C'est la réunion de toutes ces personnes qui crée l'économie. C'est l'élixir de l'économie monétaire. Tout le reste n'est qu'une tentative de théoriser les pratiques de cette chose bizarre qu'est l'être humain, ce singe malin agissant avec cette merveilleuse technologie qu'est l'argent.